Donc, alors, je vais essayer d'aller vite, même si j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Non, Je mais vous prends ton temps, disais que hein, prends ton temps. On est là pour ça, hein. oui, Prends mais ton temps. pas non plus, bon. Alors, Caroline m'a demandé d'intervenir sur un sujet qui est sûrement très intéressant, mais bon, je me suis sentie un petit peu, j'ai pas choisi de parler du recueil, hein, puisque Caroline l'avait très bien fait lors de la première séance de présentation, de cadrage de Graciela Villanueva. Caroline avait parlé du recueil en disant à peu près tout, quoi, sur la continuité, discontinuité du recueil. Donc j'obéis. Je pense qu'elle avait déjà tout dit sur discontinuité, continuité dans ce qui concerne le recueil, mais mon seul petit apport, ce sera d'avoir choisi une écrivaine que j'aime beaucoup, péruvienne, Karina Pacheco Medrano, dont je suis depuis quelques années la production et que David Barreiro a interviewé. Il y a eu une entrevista très intéressante, je ne sais pas si vous l'avez vue, et une entrevista au cours de laquelle elle explique de façon très simple et sympathique, à l'image de ce qu'elle est, son mode de faire de la littérature. Et alors pourquoi je l'ai choisie elle plutôt qu'une autre? Parce qu'elle occupe une place particulière au sein du champ littéraire péruvien, dans un pays très compliqué, culturellement très complexe, où il y a l'affirmation des identités régionales, entre guillemets, depuis quelque temps. Néanmoins, le poids de Lima reste extrêmement important au niveau éditorial, décisionnel, etc. Or, elle écrit depuis un autre lieu. Cet autre lieu, c'est Cusco, hein, et ce Cusco, où elle dirige une maison d'édition, hein, qui s'appelle Seques, et Seques, ça veut dire, c'est quoi Seques? C'est les lignes, les chemins, si on peut dire, qui partaient de Cusco vers tous les sanctuaires Huacas du Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, ça veut dire les 4 coins du monde, donc je ne vais pas rappeler tout ça, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très active, elle est écrivaine, elle est anthropologue, et elle est éditrice et elle édite hein, dans Seques, qui veut dire ligne déjà, c'est très symbolique, et elle a édité récemment Cosmogonie, non, Cusco Espejo de Cosmografías, où elle convoque des écrivains de langue espagnole. Il y a Javier Cercas, mais aussi des équatoriens, non, pour, disons, contrebalancer le poids hein, de cette capitale comme Lima, enfin de ce centre, de la globalisation, etc. Donc ça, c'est un des aspects, mais là, on va s'intéresser surtout à ces recueils. Alors, je vais poser un tas de questions sur la confection des recueils. Or, elle était au Kinshasa, au Congo-Kinshasa, dans une mission, puisque anthropologue, elle s'intéresse, sa spécialité, c'est la discrimination, le racisme et l'injustice, etc. Elle m'a répondu rapidement. Elle a un énorme rapport à faire, hein, c'est du boulot. Hein. Donc, si je dois donner une version écrite, j'attends des réponses un peu plus fournies, non, sur le détail, etc., etc., etc. Alors, le titre de mon exposé, c'est le numéro 0 hein, de tous ces dossiers, petit dossier de rien. Continuité, la continuité mystérieuse du recueil. Continuité mystérieuse. Ça m'a plu. Pourquoi pour travailler là-dessus, j'ai fait des lectures préparatoires comme tout le monde. Hein. J'ai lu des articles, etc. Je suis tombée sur l'excellent article de Jean-François Louette. C'était la question de l'agrégation français, je crois, en 2023. Un article consacré au recueil de Jean-Paul Sartre, Le Mur, 1941, que vous avez tous lu, je pense. Et Jean-François Louette avait repris, en fait, une expression utilisée par Maurice Blanchot à propos du recueil en général. Et Maurice Blanchot dit, à propos des nouvelles de Marcel Arlan, bon, ça c'est une autre époque, Blanchot dit, en parlant du recueil et des nouvelles, chacune d'elles exprime tout l'ouvrage. Elle est elle-même et tout ce qu'elle deviendra en se composant avec toutes les autres. On en entend la voix unique, on en pressent l'harmonie qu'elle doit former dans un cœur encore absent. L'écho est comme antérieur au son primitif. Cette continuité mystérieuse entre des moments que l'apparence sépare nous paraît être un des charmes singuliers des recueils de nouvelles. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle expression pour montrer l'aspect un peu paradoxal hein, d'un recueil de nouvelles. Donc tout est quasiment dit et suggéré dans le paradoxe du genre, puisque le recueil de nouvelles semble être le parfait exemple pour expliquer le fonctionnement
discontinuité, continuité, il y a une mécanique sui generis, une sorte de courant alternatif, continu, discontinu, ça revient, ça repart, etc. Alors, qu'est-ce qu'un recueil? Bon, je vais aller vite, tout le monde sait, un agrégat de textes qui n'ont rien à voir ensemble, si ce n'est le fait d'être assemblés, rassemblés, cueillis, recueillis dans un même ouvrage. Or, cette définition classique, comme le rappelle très bien Caroline, est très simplette, car le recueil, bien sûr, de nouvelles est animé d'une dynamique, d'une tension qui vient du côtoiement des textes, du voisinage, du côtoiement des textes, qui sera à l'origine d'échos, de correspondances, d'hypertextualité. Hypertextualité dans tous les différents sens du terme. Le premier sens genetien que tout le monde connaît, c'est-à-dire un texte au-dessus d'un texte, exemple La Guerra del Fin del Mundo, qui est l'hypertexte de Sertois de Euclides da Cunha, un texte qui émane d'un texte précédent, d'un hypotexte, et hypertextualité dans le langage de la programmation moderne, hein, où en cliquant sur des liens, on ouvre un parcours infini de textes. Donc, le sujet de discontinuité, continuité dans le recueil a été vraiment très bien étudié. Il y a plein d'articles, hein, qui insistent sur le paradoxe de tout recueil de nouvelles. Je cite encore une citation aussi très intéressante de François Ricard. Deux traits dominants paraissent définir le recueil: discontinuité et continuité. On ne pouvait pas mieux trouver pour notre séminaire. Discontinuité du tissu narratif, continuité du tissu thématique. Ça, c'est à voir. Deux traits contradictoires en un sens, mais qui doivent se maintenir simultanément en s'équilibrant, en se subvertissant sans cesse l'un de l'autre. Ça, c'est cette subversion sans doute qui fait la spécificité et le dynamisme du recueil de nouvelles, tout spécialement. Que cet équilibre vienne à se rompre et on glisse presque aussitôt vers un autre genre. Que la continuité, par exemple, s'installe dans la narration et on s'achemine peu à peu vers le roman. Donc là, je crois que le problème, voilà, l'originalité du recueil est bien posé. Tous les articles que j'ai pu consulter montrent ça: discohérence, fragmentation, discohérence et mise en recueil, esthétique du désordre, poétique du recueil, roman fragmenté, hétérogénéité, homogénéité, etc., etc. Donc, cette mécanique particulière, inhérente au recueil, du fait de ça, c'est pas moi qui ai inventé le mot, polytextualité, c'est bien pratique, qui serait sa marque première, et qui s'oppose bien sûr à la monotextualité du roman. Alors, d'où aussi la ductilité de tout recueil de nouvelles, puisqu'en fait, rien n'est défini. Les rééditions pratiques, comme l'avait signalé Caroline très judicieusement, comme toujours, pratiquent donc diverses opérations: amputation, extraction, greffon, j'aime beaucoup cette terminologie chirurgicale. Seul reste le titre et le nom de l'auteur. Quoique le titre, maintenant, avec la cancel culture et le wokisme, si je veux intituler mon recueil de 10 nouvelles, 10 petits nègres, j'aurai beaucoup de difficultés. Donc, rien n'est tout à fait sûr. Peut-être le nom de l'auteur va rester comme élément unitaire qui serait le lien de l'affaire, permanence, hein, quand on dégenre, qu'on dérange, etc. D'autre part, il faut aussi interroger l'assemblage, l'ordonnancement des textes, se demander qui décide. C'est l'auteur, c'est l'éditeur. Quels sont les effets? Alors, effets de contraste, d'écho, de contagion qui se produisent entre les textes. Que se passe-t-il quand un texte migre d'un recueil à un autre ou disparaît? Ça peut arriver. Se suicide, tellement mauvais que... Alors, peut-on parler de montage? Peut-on parler de montage dans le sens cinématographique du terme? Ça, on y viendra. Séquences et plans qui imposeraient un sens de la lecture. Lequel sens, en fait, n'existe plus. Il n'existe que le jour où le lecteur décide d'obéir ou non à l'ordre qui lui est imposé dans le sommaire. Le lecteur décide de lire. Soit on continue les nouvelles telles qu'elles sont ordonnées dans le sommaire, c'est-à-dire une succession de récits les uns derrière les autres, indépendants, avec un incipit, un explicite, ou il peut aussi imposer des éraflures à la belle enveloppe. Je cours, je saute, je lève la tête, je replonge. Ça, c'est le plaisir du texte, c'est Roland Barthes qui dit ça à propos de la lecture. Bon, car si le recueil, par la matérialité du livre, est un ensemble continu, il n'en
il en est tout autre chose du lecteur ou de la lecture, car l'art de lire la nouvelle est bien différent de celui de lire un roman. À peine a-t-on terminé une nouvelle qu'il faut se remobiliser pour lire la suivante, comme si chaque fois, on devait procéder à une espèce de réinitialisation de l'ensemble. On peut parler d'instabilité lectorale. On ne s'installe pas dans la durée. On est tout le temps interrompu. Le lecteur des nouvelles est très actif, beaucoup plus actif que celui du roman. C'est lui qui va décider de sa lecture. Il exerce son droit, encore plus que un autre genre, sauf bien sûr le lecteur de Rayuela, on va revenir là-dessus. Donc, alors, le lecteur picore, glace, ignore. Se posera donc la question du corpus instable, car capable d'être sans cesse reconfiguré de façon intra par ma lecture propre. Je vais reconfigurer le corpus, l'ordre du corpus quand je lis, ou de façon extra-textuelle, les rééditions qui reconfigurent le corpus. Donc, c'est dans cette perspective que j'étudierai les recueils de Karina Pacheco Medrano. J'appelle Pacheco seulement parce que Medrano, c'est un peu cirque. Et c'est cuentos. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat. El cuento, la nouvelle, el relato. Disons qu'en espagnol, c'est formidable, puisque le mot cuento, il englobe un tas de différences entre la nouvelle, le court récit, le contradictionnel. Même si en espagnol, il y a aussi quand même quelques finasseries. On peut trouver aussi le mot relato, novela corta, y narración. Mais disons que quand on dit cuento, ça englobe beaucoup plus qu'en français. C'est pour ça que j'ai une nouvelle, mais Karina Pacheco, justement, elle travaille dans un vaste registre qui peut aller du conte andin, qu'elle retranscrit, qu'elle réinvente, qu'elle modernise, à la novela corta, à la nouvelle à la Maupassant, ou alors au récit réaliste, etc. D'où l'intérêt. Là, je voudrais que vous regardiez le Karina, enfin bon, si vous avez le temps, avec tous ces... On voit ses romans, ses cuentos. Est-ce que vous avez la liste des cuentos et des romans? Oui, bon, peu importe. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de romans et pas mal de recueils de nouvelles. Donc, moi, je vais m'intéresser à Alma Alga, à El Sendero de los Rayos, à Miradas et à Lluvia. Trois recueils de nouvelles et une anthologie. On voit que l'anthologie a un rôle, un statut, une place tout à fait différente d'autre chose. Donc, je vais commenter rapidement. Alma Alga 2010, Sendero de los Rayos 2013, Lluvia en 2018 et une anthologie, Miradas en 2015. Donc, les recueils de nouvelles, si vous avez sous les yeux la liste où je alterne romans et nouvelles, vous voyez comment ça fonctionne. Elle écrit des romans. Les recueils de nouvelles précèdent ou suivent la publication de romans. Karina Pacheco publie son premier recueil de nouvelles en 2010, mais en 2010, elle a déjà publié 3 romans, La Voluntad del Moyen, elle a donc déjà construit tout un univers à elle, fictionnel, formel, thématique, d'où la question qu'on se posera entre continuité et discontinuité entre les romans et les nouvelles, bien évidemment. Le deuxième livre de Cuentos est publié après Cabezas y Orquídeas et en même temps que El Bosque de tu Nombre. Vient l'anthologie en 2015 qui a un statut très particulier de sélection, de récapitulation, anthologie. Et puis il y a le dernier livre de Cuentos, Lluvia, qui paraît en 2018, mais qui vient à la suite de grands romans primés. Las Orillas del Aire en 2017, en 21, El Año del Viento, son dernier roman. Et son premier roman, La Voluntad del Moyen, a eu beaucoup de succès et a été réédité 12 ans après. Donc là, on se trouve avec Lluvia en face d'une écrivaine bien confirmée, installée dans le Parnasse, c'est le mot, dans le Parnasse péruvien. Non. Alors, unité ou discontinuité. Avant de comprendre comment fonctionnent les recueils de Karina, je rappellerai comment elle envisage son travail littéraire, mais je crois que c'est un peu dans la entrevista de David. Elle envisage sa conception de la littérature. Ce n'est pas une théoricienne, c'est plutôt quelqu'un qui écrit dans l'émotion, mais avec quand même une réflexion néanmoins sur ce qu'elle écrit. Et elle dit que les histoires, pour elle, qu'il s'agisse de romans et de nouvelles, je ne sais pas tellement la différence en ce qui concerne la genèse, elles disent qu'à l'origine, ce sont des flashs,
des images. Bon, pour faire ça, lui disait à l'origine, ce sont des situations. Bon, elle parle de flash, d'images qui ensuite deviendront ou non, alors deviendront quelque chose, oui, et de quoi? Ben, roman ou nouvelle, non? Et d'autre part, elle compare la naissance d'une histoire à la façon dont se forme une perle, c'est-à-dire un petit grain de sable qui va se recouvrir de maintes et maintes couches de nacre, hein, pour former ce petit bijou. Très beau. Donc c'est ainsi que germine une nouvelle pour elle. Et donc il y a déjà là s'instaure un continuum entre roman, nouvelle, enfin il y a tout un monde, hein, un espace personnel. Bon. Autre citation intéressante qui va dans le sens de où trouver l'unité dans la discontinuité. Bon. Tout recueil crée un fantôme, celui du livre comme un ensemble clos, uni, homogène. Car telle est la force du support, ben, le livre matériel, hein, volume, reliure, couverture, euh, relayé par la force de la signature de l'auteur, et celle de l'intitulé. Intitulé, c'est une citation de Pétain sur discohérence et mise en recueil. Alors l'intitulé, hyperonyme du titre, c'est-à-dire un hyperonyme, c'est un mot qui inclut hein, d'autres mots plus spécifiques. Exemple, dans le mot animal, j'inclus mouche, reptile, serpent, etc. Bon. Donc l'hyperonyme du titre, mécanisme majeur de la mutation de l'hétérogène en homogène. Donc la citation est intéressante pour dire tout recueil crée un fantôme, fantôme d'un livre, fantôme d'une unité. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Donc je vais essayer d'analyser les effets de unité et discontinuité dans le recueil. Hein. En premier lieu, l'organisation du recueil. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses de Kalina qui a été très rapide parce qu'elle n'avait pas le temps, mais bon, je pense que j'aurai mieux quand j'irai à Lima au mois de juillet. Alors, en premier lieu, c'est Karina, je l'appelle Karina, hein, Pacheco, qui, quelquefois, mais rarement aidée par un éditeur ou une éditrice, choisit l'organisation, l'ordre de passage, hein, si vous voulez, du recueil. Et pourquoi? Comme elle le dit, soucieuse d'une unité dans la diversité. La idea es siempre intercalar temas para mostrar la diversidad dentro de cierto aire común que puede tener un conjunto de cuentos. Donc voilà ce premier point déjà. Vient ensuite de sa part le choix du titre, très important, hein, qui va donner une cohérence. Alors le titre, bien sûr, qui a un enjeu commercial, une approche, mais il a un rôle unificateur pour elle. Si on considère les 3 volumes de recueil de contes, hein, on va voir qu'on a Alma Alga, El Sendero de los Rayos, Lluvia, et comme l'a remarqué un critique, et ça correspond un peu à l'univers de Karina Pacheco, les 3 titres renvoient à une de ses particularités, c'est-à-dire une sorte de sensibilité écologique. Hein. Il y a les éléments de la nature. Alma, c'est le prénom d'une femme. Il y a Alga, los rayos, la lluvia. Donc, c'est déjà une espèce de marqueur identitaire de l'écrivaine. Hein. Le rôle très important de la nature. Il n'y a pas de la nature, mais ça fait partie de l'imaginaire, et pas seulement l'imaginaire. Et c'est une véritable sensibilité qui n'a rien à voir avec une mode écolo-poétique aujourd'hui, dans la mouvance presque obligatoire du constat que la planète va disparaître, il faudrait s'intéresser à la nature. Non, du genre, il faut bousculer les barrières entre les espèces. Non, ça correspond à quelque chose de s'insérer dans une continuité culturelle, non, celle d'écrivains péruviens attentifs à ne pas couper les liens avec une nature qui est culture, en fait, hein, culture andine, amazonienne, non, ancestrale. Non. Quelque chose qui aura à voir avec ce que dit Philippe Descola, c'est-à-dire une écologie de la relation et non de la classification et de la séparation. Donc elle est dans cette optique-là, sans être une militante, pas du tout. C'est même moi un jour qui m'ai fait remarquer que la nature était très, très importante. Elle me dit, ah oui, tu as raison, mais je ne m'en étais pas rendu compte, alors qu'il y a une présence, et dans les contes, il y a des contes, par exemple, dans un des recueils, il y a un conte qui s'appelle La Ofrenda, et là, la barrière entre les espèces est complètement dissoute, puisque qui parle, c'est une petite pierre qui parle, hein, une petite pierre
qui est battu par le sac et le ressac. Donc on trouve ça dans la filiation d'un José María Arguedas, hein, ou d'un Edgardo Rivera Martínez. Donc, il y a ce côté-là, et le lecteur qui connaît les romans de Karina Pacheco ne sera pas déçu parce qu'il va retrouver cette espèce de tendance où le rôle des éléments et la nature sont présents. Si vous regardez le titre de ces romans, à part No olvides nuestros nombres, vous avez un élément de la nature. El Molle, c'est un poivrier géant, el bosque, las orquídeas, el aire, el viento. Il y a toute une cohérence déjà dans son monde imaginaire, hein. Le titre, donc, indiquerait un peu le sens de la visite, non? Comme dans le cas d'une exposition, c'est le sens de la visite face à l'hétérogénéité, à la diversité des propositions de lecture, des textes qui sont en plus ou moins longs. Et dans le cas des deux premiers recueils, on a Alma Alga et Sendero de los Rayos, c'est un titre éponyme. Dans le cas de l'anthologie, c'est un titre pédagogique, comme on le verra, hein, sur la diversité des regards portés sur le monde andin. Puis dans Lluvia, problème, il n'y avait pas de nouvelle qui s'appelait Lluvia, à part une qui s'appelle Al final de la lluvia. Alors, Karina Pacheco explique ainsi: tanto en Alma Alga como en el Sendero de los Rayos tuve claro desde un principio que esos cuentos darían título al libro en conjunto porque sus aires entre realista y fantástico daban una unidad al libro. Encore ce mot d'unité, hein. En el caso de Lluvia, me costó más decidir el título. Si vous regardez Lluvia, il n'y a aucune nouvelle qui s'appelle Lluvia. Como la aparición del agua en diferentes formas es un común denominador en todos los cuentos que lo componen, finalmente me decidí por Lluvia. Donc, on retrouve une nouvelle fois ce souci d'unité, peut-être consciente de l'hétérogénéité des récits et de l'effet peut-être négatif que cela pourrait produire sur un lecteur qui ne trouverait pas de lien, qui ne trouverait pas de point commun, s'ennuierait un petit peu. C'est sans doute une préoccupation des auteurs de nouvelles au moment de l'assemblage. Non, ça, j'ai pas assez étudié la chose. L'univers des nouvelles de Alma Alga et du Sendero de los Rayos relève effectivement de ces tendances réalistes et fantastiques, etc., etc. Alors maintenant, je vous demanderai de regarder Alma Alga. Alma Alga, qui est le premier recueil, Alma Alga, où vous avez donc 12 titres. Déjà, on a un titre étrange, énigmatique. Je serais bien en peine de le traduire, parce que Alma est un prénom féminin et Alga, c'est une algue, hein. Ça se passe dans un lac andin, c'est une merveilleuse histoire d'amour, enfin, avec des algues, enfin, hein. C'est une nouvelle très, très, très longue. Donc, énigmatique titre, un peu accrocheur, pourquoi vraiment, je ne sais pas vraiment comment on pourrait traduire. Alors, après une lecture rapide des titres, vous avez El aliento, La venganza, El violonista, on ne fait pas tout lire. Qu'est-ce qu'on constate quand on lit ces titres? Ben, on constate que la moitié, même plus de la moitié, renvoie à un imaginaire très négatif et sombre, hein. On a La venganza, De los días oscuros, Crimen perfecto, Mañana en Babel, Sin sol en Santiago, Entre la sombra y el sol, Contre la Dios. Et les titres, comme vous le savez, sont comme des petits programmes, sont un peu comme les ombres portées des histoires qu'on va lire, non? Et ils contribuent à l'ébauche d'une organisation, un fil continu dans la lecture. Donc, l'impression d'unité, elle découle peut-être au premier abord, avant même que j'ai lu, hein, toutes ces nouvelles, elle découle donc cette impression d'un titre énigmatique et un petit peu négatif. Et puis aussi, l'unité viendra aussi d'une certaine modulation thématique à partir de grands axes. Et ces grands axes, d'un recueil à l'autre, on va les retrouver. D'un roman à l'autre, d'un recueil à l'autre. Si on listait les thèmes, ce serait la mémoire, car Karina Pacheco est fille de la violence, hein, c'est-à-dire qu'elle est née en 1969 et le conflit armé commence en 1980. Donc il y a toute une génération d'écrivaines qui sont les écrivains du post-violencia, post-conflicto, après Sentier lumineux qui dure jusqu'en 1992. Hein. Ça a donné une nouvelle catégorie de littérature. Donc la mémoire est très importante et aussi la violence de la guerre interne, mais aussi la violence au sein des familles, c'est-à-dire ce
qu'on pourrait appeler la légende noire des familles, hein, la violence au sein des familles, la violence au sein des relations amoureuses, très important, le monde andin, la vie moderne, les migrants, le monde. Voilà un peu tous les thèmes qui vont former une espèce d'unité quand on lit ces recueils ou qu'on retrouve dans ces romans. Et le lecteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va lire Alma Alga, il va faire des regroupements thématiques aussi, hein, peut-être relire deux nouvelles qui étaient côte à côte ou pas, mais qui lui semblent semblables. Exemple, La Venganza et Entre la sombra y el sol. La Venganza y Entre la sombra y el sol. Une est en deuxième position et l'autre quasiment en bas. Néanmoins, je pense que on va y retrouver la violence du machisme, de la société patriarcale, avec ses secrets. Hein. Ensuite, quand on lit Los Días Oscuros et Mañana en Babel, ces deux nouvelles semblent se répondre, elles se complètent. C'est quoi? C'est la représentation du monde moderne, c'est-à-dire le temps des migrations, des déplacements, le temps de la maison est passé. Ça, c'est une phrase d'Adorno après la Seconde Guerre mondiale. Le temps de la maison est passé. Hein. Il y a des remaniements, des migrations, des fuites, des exils. Et je trouve que cette phrase est formidable parce qu'elle s'applique parfaitement à ce qu'on vit, parce qu'on vit le temps des déplacements. Alors, tout ça pour vous expliquer que Los Días Oscuros et Mañana en Babel se complètent. C'est le monde moderne. Par exemple, dans Mañana en Babel, le personnage principal est un retraité sans doute d'une organisation internationale importante. Il est en Italie, et puis un beau matin, sa tranquillité est gâchée par des intrus. Les intrus, c'est les ouvriers sur les échafaudages, car on fait des travaux dans son immeuble, et d'un seul coup, le monde des migrants entre en lui de façon sonore. Non, c'est pas ce qu'il parle. Yoruba, Wolof, Duka, enfin bon, d'un seul coup, le monde arrive. Tandis que dans De los Días Oscuros, qui est une des plus longues nouvelles, on pourrait dire, una novela corta, on suit les aventures d'une narratrice, économiste, spécialiste du développement social, au Canada, au Pérou, à Lima, en Espagne. Elle voyage au gré des postes et à la recherche aussi d'un point d'ancrage. Donc, Días Oscuros, hein, il y a toute une série d'épreuves. C'est presque une autre. Hein. Elle ne trouve pas de poste, elle a un poste, ça ne va pas, etc. Et finalement, à la fin, que se passe-t-il? Elle est au Congo-Kinshasa, hein, dans la nuit africaine. C'est l'excipit hein, de la nouvelle. Dans la nuit africaine, illuminée par, ce que je vais dire est mal dit parce que c'est plus joli dans la nouvelle, car Karina Pacheco a une délicatesse d'écriture. Alors, c'est une scène, la nuit africaine, illuminée par le jaune soleil des eaux plats qui crépitent, tandis que sa main est posée sur son ventre. Donc, vous avez compris que ça suggère, d'un seul coup, c'est la fin de Los Días Oscuros, non? Ça veut dire qu'il y a une promesse de vie. Hein. Donc, Los Días Oscuros s'efface et ça infléchit tout l'ensemble du recueil. Donc, on va retrouver des personnages récurrents aussi qui vont faire l'unité des recueils. Je vais passer un autre à Sendero, El Sendero de los Rayos. J'allais dire Luminoso, mais c'est pas ça. Donc, alors, dans le document sur El Sendero de los Rayos, ce sont 15 récits, et c'est publié la même année que El Bosque de tu nombre. Hein. Alors, Sendero de los Rayos, le titre, en fait, il y a un effet de surprise, bien sûr, hein, comme dans Alma Alga, un effet de suspense, c'est des récits très courts, avec le premier, ou Ciernagas, on va retrouver la même thématique. Il n'y a pas vraiment d'unité a priori hein, quand on lit ce recueil, mais on en parlera après. Et je termine par Lluvia, le dernier recueil publié en 2018. Et là, on a 9 nouvelles, dont Mar de Alou, qui était dans l'anthologie. Hein. Mar de Alou, qui était dans l'anthologie, et on retrouve les mêmes thématiques, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est un autre effet d'unité dans l'organisation des recueils. Un autre élément d'unité et qui donne du sens et de la cohérence. C'est dans l'agencement des textes, ce que moi j'appelle une technique d'encadrement, j'ai trouvé ça comme mot, parce que revenez sur Alma Alga, le premier recueil, revenez sur Alma Alga. Le premier recueil, Alma Alga, commence par une nouvelle qui s'intitule El Aliento, d'accord? C'est une nouvelle très courte. Le rôle du
premier récit, ce serait un peu comme un incipit, enfin, c'est idiot, mais pourquoi pas? On veut toujours organiser, trouver des et le dernier soit un peu un excipit, non? Et l'auteur explique que quand elle compose un recueil, elle veut que le premier texte soit court et le dernier texte soit court, mmh. Il y a déjà ce but d'organisation architecturale très important. Il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a du sens aussi, mais ça, elle ne me l'a pas dit, c'est moi qui le trouve, peut-être que je délire complètement. Dans Almaga, le premier récit s'appelle El Aliento, c'est le souffle. C'est une nouvelle de 2 pages et demie. La narratrice recueille dans ses bras une jeune femme qui vient de se suicider, quoi. Donc elle a le souffle de cette personne qui meurt comme ça sur elle et la suicidée, qui est en train de mourir, dit: «No quiero morir», c'est le dernier mot. Donc voilà cette nouvelle qui commence, hein, le recueil et le dernier texte s'appelle Contra el adiós. Et ici, la narratrice évoque l'absence d'un être proche, disparu, donc la tristesse, la peine, etc. Mais elle ne veut pas rester dans la contemplation de l'absence. Et la dernière phrase est de cette nouvelle et du recueil: Anochece, los pájaros están cantando como si fuera amanecer, estamos vivos. Donc, vous avez compris que entre le premier recueil, No quiero morir, et le dernier, Estamos vivos, on peut faire, nous, des rapprochements avec l'idée que, en fait, tous ces récits négatifs, avec des titres assis, La venganza, crime, etc., ça réfléchit autrement à la lecture quand on réfléchit. Hein. Et là, c'est plutôt, justement, la vie est plus forte. Il y a un côté très roboratif dans l'organisation du recueil. Un autre exemple de cette organisation comme ça, d'encadrement, comme si c'était des cariatides qui tenaient le recueil. Hein. Si on regarde El Sendero de los Rayos, vous regardez que, voyez qu'au début, vous avez un petit récit qui s'appelle Luciérnagas, El Sendero de los Rayos. Et le dernier s'appelle Pájaro de Fuego. On est dans le genre insecte, animal. Tiens, j'avais même pas vu ça. Si en le lisant, je me rends compte quand même, il y a une petite cohérence, hein, entre les espèces diverses. Alors, Luciérnaga, c'est un texte très court, comme elle le veut. Une jeune femme qui regarde la nuit liménienne, les milliers de lumière, et ça lui fait penser à des luciérnagas, et en particulier à su hermano Luciérnaga, disparu, suicidé. Bon, elle n'a jamais répondu à son appel en pleine nuit, donc c'est un peu tragique, hein. Et tandis que la dernière nouvelle, Pájaro de Fuego, l'histoire d'une jeune femme danseuse qui a un accident, bon, et finalement, dans un lac andin, elle rencontre un oiseau qu'on appelle Pájaro de Fuego, la Gualata, et elle le voit sautiller, enfin faire un tas de, pas de ronds de jambes, mais de ronds de je sais pas quoi, et ça lui redonne la force d'ébaucher quelques pas de danse, hein. Donc, de la luciole à l'oiseau de feu, en passant par la foudre, les éclairs, parce que vous avez compris que le recueil s'appelle El Sendero de los Rayos, hein. Donc là, vous pourrez trouver une sorte de continuité, bien évidemment, hein, dans la diversité. Donc, Alors, voilà. dans l'Iliade, donc on a 9 récits, et je trouve qu'il y a une technique d'encadrement aussi, hein. Enfin, moi, je vois ça. Mais c'est un encadrement divers, c'est plutôt une technique musicale, leitmotiv. La première nouvelle de, ça y est, j'ai perdu tous mes papiers, non. La première nouvelle de Lluvia est une nouvelle qui s'appelle Todo es un juego, donc histoire d'enfants, fascinés par d'autres enfants, hein, mystérieux, une bande d'enfants sauvages qui vont disparaître un jour. Ellos tampoco volvieron. Et la dernière nouvelle, elle s'appelle Volverá y del mar y tendrá tus ojos. C'est un couple de pêcheurs qui doit migrer et puis un jour, ils vont fermer leur cabane et puis, y no sabían si algún día tendrían que volver. Donc là, c'est pas vraiment la technique d'encadrement au niveau, sémantique, c'est plutôt comme, bon, moi je connais pas la musique, mais je dirais que c'est comme le mot volver, c'est une espèce de contrepoint de quelque chose qui accompagne, hein, musicalement. Et dans le dernier recueil, on voit comment le texte de Mar de Alou, qui sera publié pour la première fois. Ce texte est publié à côté de Ventanas Rock. Si vous regardez d'où vient, vous voyez
9 nouvelles. Après Cola de Mono, vous avez Mar de Alou et Ventanas Rotas. Alors, ces deux nouvelles, en fait, les deux nouvelles sont étayées par la guerre du Sentier Lumineux, hein, par les années de la décadence sanglante, tragique, etc. L'histoire de Mar de Alou est donc étayée par la guerre du Sentier Lumineux, mais elle a des allures de conte, hein, d'où l'intérêt du cuento, puisqu'on peut y mettre tout ce qu'on veut, hein, de conte. C'est un homme qui arrive sur une plage et où, apprenti, enfin il a fait toute une recherche, hein, où fuyant la guerre dans la Sierra, une indienne a donné naissance 30 ans auparavant à un enfant avant de disparaître. Donc on a compris que l'homme aux yeux étranges qui arrive sur la plage, en fait, il a découvert l'endroit où il était né, quoi. Mais bon, c'est raconté beaucoup mieux que ce que je fais, hein. Ça a des allures de mythe, bien sûr, hein. Tandis que dans Ventanas Rotas, il y a toujours Sentier Lumineux, mais le registre est tout à fait réaliste et avec une morale, oui, impitoyable. Pourquoi? Parce que le personnage principal dans Ventanas Rotas est une femme qui regarde la télévision, bon, c'est l'actualité dans les années 2000 ou je ne sais pas. Elle reconnaît aux informations El Gato, un avocat corrompu en attente d'être jugé. En fait, c'est un ami d'autrefois quand ils étaient étudiants à Cusco, quand Sentier Lumineux dominait la région et quand il fallait se poser la question d'être militant au MRTA ou de participer à Sentier Lumineux, etc., etc. Et quand elle voit ce texte militant, ce texte étudiant engagé, elle dit: «Mais comment on peut en arriver là?» Alors ces nouvelles se succèdent et s'éclairent mutuellement. Il y a un effet de prisme. Elle raconte comment la vie privée des gens est traversée par l'histoire, hein. Il y a l'orphelin, hein, sa mère était une indienne de la Sierra qui est venue sur la côte pour fuir les horreurs de Sentier Lumineux et elle a accouché de ce petit garçon. Et tandis que l'autre, c'est l'ex-étudiante de Cusco. Et pourquoi pas parler de faire valoir, hein, dans le côtoiement des nouvelles. Et dans le cas de Ventanas Rotas, à la lecture de Margalou, parce que Ventanas Rotas, c'est plus réaliste, hein, et moi je dirais que c'est le faire valoir, même si elle vient après, de Margalou, qui d'un seul coup acquiert justement une dimension au-delà du contexte sentilumineux historique, hein, une dimension mythique, esthétique, très très forte, hein. D'où les comparaisons qu'on peut faire quand on parle de recueil de nouvelles avec le montage cinématographique, bien sûr, hein. On peut très bien envisager l'étude d'un recueil de nouvelles sous l'angle du montage de différentes séquences. Parce que monter un film signifie travailler dans le micro et le macro. Dans le micro, ça veut dire monter une séquence. Et dans le macro, monter une séquence, oui, mais comment? Ben, dans le macro aussi, car il ne faut jamais perdre de vue l'ensemble du film. Une séquence peut être excellente, mais une fois insérée dans le déroulé du film, elle peut paraître trop longue, ennuyeuse et pas correspondre du tout aux enjeux du film. On pourrait appliquer ça à la nouvelle. Une nouvelle isolée peut paraître excellente, mais une fois insérée dans le recueil, elle est barbante, on va sauter tout ça, etc., etc. Donc, et là, je vais citer Michel Butor. Je trouve qu'on n'étudie pas assez Michel Butor, qui a écrit tellement, tellement, tellement sur la littérature, la musique et tout. Et Michel Butor, interrogé sur les nouvelles, dit: c'est venu des réflexions que nous avons évoquées au début. Le fait que les textes rassemblés à l'intérieur d'un volume ne restent pas indépendants, qu'ils agissent les uns sur les autres, qu'ils deviennent plus intéressants, plus beaux. Si ce sont des textes médiocres et s'ils sont mal rassemblés, par exemple, si le choix n'est pas bien fait, il vaut au contraire révéler leur pauvreté, ou bien se détériorer mutuellement, même s'ils avaient quelques richesses. Donc c'est très intéressant comme réflexion sur l'assemblage, le voisinage. Mais alors, que se passe-t-il maintenant, c'est la dernière partie, hein, que se passe-t-il, qui sera plus court, que se passe-t-il quand un texte migre vers un autre recueil? C'est le cas des anthologies. Donc l'anthologie, un corpus, c'est la suite, c'est un corpus instable du recueil de nouvelles, le cas de l'anthologie. Bon, l'anthologie diffère du recueil car il y a une sélection de récits déjà édités en général, et la sélection revoit un tout à une œuvre confirmée, affirmée. Il s'agit de publier les bonnes pages, les belles pages, les pages les plus représentatives. Elle se présente comme un recueil, une compilation raisonnée, intentionnelle.
de pièces qui prennent un sens nouveau dans leur assemblement même. Mais il y a une intention. Et les textes réunis dans une anthologie, si on est réunis dans une anthologie, si on est écrivain et qu'on accède à l'anthologie, ça veut dire qu'on est devenu un classique, ça veut dire que ça renvoie à un ensemble, ça veut dire qu'on a une œuvre, etc. etc. Bon. Et justement, Kalina Pacheco est elle-même anthologiste, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, et elle explique comment elle a travaillé sur son anthologie Cusco Espejo, et elle en parle très, très bien, juste une phrase. Alors, elle parle du plaisir. Preparar una antología significa un goce mayor porque combina el entregarse a fondo a los relatos que son puestos en nuestras manos, la tensión del qué elegir, así como la tentación de quedarse acurrucado en cada historia, pero además comporta la esperanza de que todas o al menos algunas historias ofrezcan a lectoras y lectores también el goce, la posibilidad, etcétera, etcétera. Donc, cette façon d'être pris dans un choix, une difficulté de faire une anthologie, de choisir, hein, bien sûr. Alors, là, je vais vous demander de regarder Miradas, publié en 2015, une anthologie éditée par... Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai travaillé sur des PDF et que ce n'est que... Il n'y a que Miradas que j'ai en livre. Que Miradas est édité donc et publié en 2015 par la région de Cusco et distribué gratuitement, c'est important, aux écoliers, collégiens, étudiants de la région de Cusco. Non, et le critère de sélection, ça s'adresse donc à un public d'enfants et d'adolescents. Et cette anthologie, elle est composée de textes déjà édités dans Alma Alga et dans Sendero de los Rayos. Une seule disparaît, Alma Alga. Et pourquoi? Ben parce que l'auteur estime que ça ne convenait pas au public ciblé, qui était un public de jeunes, donc il fallait des histoires un peu particulières, valeurs esthétiques, pédagogiques, identitaires, culturelles. Un seul inédit, par contre, Mar de Alou, qui sera repris dans Lluvia. Alors pourquoi Mar de Alou apparaît là et d'un seul coup sera repris dans Lluvia? Bon, elle explique je lui ai demandé, mais pourquoi le Malga ne figure pas dans cette anthologie? Eh bien, ça ne correspond pas au lectorat ciblé. Les textes ont été choisis pour leur valeur esthétique, pédagogique, identitaire. Un seul inédit, Mar de Alou, qui sera repris dans Lluvia. Et l'auteur s'explique ainsi. Porque es un cuento que me gusta mucho y no tuvo circulación dado que la antología Miradas ha circulado fondamentalement dans les escuelas de Cusco. Et bon. Donc, elle adore le conte qu'elle a écrit, Mar de Alou. C'est pour ça qu'elle va le republier dans Lluvia. Et c'est le seul inédit de Miradas. Le recueil Miradas est édité par le gouvernement régional de Cusco pour lutter aussi contre la discrimination dont souffrent les littératures régionales. Alors, il est entouré d'un paratexte, le gouverneur de l'époque, qui aujourd'hui, à mon avis, est en prison accusé de corruption, mais bon, je crois, oui, 10 ans de prison, présente le livre en estimant que Kalina Pacheco est la nouvelle succès de la Chlorine d'Amato de Turner dans la littérature cusquénienne. Bon, après, il y a un anthropologue qui présente le bouquin et qui dit que les 8 récits visent el autorreconocimiento de la identidad. La sélection et la distribution n'ont pas été laissées au hasard. Et parce qu'en fait, le but, c'est l'identité culturelle andine, la culture de Cusco. Donc, si vous regardez le sommaire de Miradas, vous verrez comment est organisé ce recueil Miradas, qui reprend, mais justement, ça donne un tout autre air, qui reprend des textes déjà parus, sauf Mar de Alou. Piel de Oso, ça se termine par El Sendero de los Rayos. Le premier récit, c'est Piel de Oso. Piel de Oso, c'est en fait la reprise d'un conte traditionnel de Juan Oso, un conte, je pense qu'on connaît dans nos Pyrénées françaises, qu'on connaît en Espagne, qui a traversé l'océan avec les conquistadors, qui s'est transformé en autre chose. Hein. C'est-à-dire, c'est les amours, on y raconte les amours d'une femme et d'un ours, et le fils, le pauvre Juan Oso, se pose bien des questions, il y a des problèmes d'intégration, on peut le comprendre. Hein. Donc, que soy lo que dicen que soy, etc., etc. Pathétique, personnage. Bon.
Et l'anthologie se termine par El Sendero de los Rayos, c'est-à-dire le chemin des éclairs, hein, de la foudre, comme pour indiquer un chemin identitaire. Et le recueil est donc encadré par deux récits. Piel de Osso, c'est la prise donc, du mythe andin, et El Sendero Rayos, qui est un bon exemple de la façon dont Karina mêle, combine le réalisme et puis le mythe et le social. C'est un petit garçon, ça se passe à Cusco dans les années Sentiers lumineux, dans une famille de la classe moyenne, aisée, la mère est prof, elle recueille pour quelques mois un petit garçon qui vient d'un village andin, hein, qui parle quechua, et de toute façon les familles de Cusco sont quechuaphones, hein, même si elles sont très occidentalisées, pour que le petit garçon apprenne l'espagnol. En fait, tout le monde va parler quechua avec lui. Il s'appelle Santiago. Euh, il a une particularité, il a été frappé par la foule. Donc, c'est pas n'importe qui, hein, dans le monde, excusez-moi, dans le monde andin, celui qui est frappé par la foule devient ce qu'on appelle un Paco, c'est-à-dire un initié. Un initié parce qu'il a pris une charge magnétique énorme. Donc, c'est un initié, c'est juste un petit garçon. Et 20 ans plus tard, les enfants qui ont grandi vont partir pour retrouver ce Santiago qui est devenu un homme, qui a fondé une famille, etc. Et ça se termine par En los ojos de Santiago descubrimos el sendero de los rayos que habíamos recorrido desde la primera vez que nos vimos. En fait, le recueil, comme vous avez pu le comprendre, il faut le lire comme il a été construit plutôt, ou il existe, sous l'égide du syncrétisme, d'un conte populaire, transculturel, Piel de Osso, et d'un autre métissage. Parce que Santiago, bien sûr, Santiago, c'est Santiago Matamoros, Santiago Mataindios, mais il a émigré. C'est comme Shango dans la santeria cubaine. En fait, pour les Indiens, Santiago, c'est le dieu de l'éclair, de la foudre, c'est Yapa. Donc il y a toute une espèce de métissage, de transculturation. Le fait que les deux récits, le premier et le dernier, soient comme des cariatis, hein, qui indiquent la lecture, comment lire ce recueil, sur l'identité, bien sûr, euh, de Cusco, l'entité des Andes. Donc on voit que dans une anthologie, euh, les nouvelles sont recueillies qui viennent d'autres livres, d'autres recueils. Les nouvelles sont rebattues comme des cartes, hein, et certaines vont prendre une position hautement symbolique, hein, comme des portes d'entrée dans les Andes du Sud, Piel de Oso et El Sendero de los Rayos. Et la continuité des recueils précédents est bien évidemment interrompue. Il y a un parcours différent qui est proposé ici. Ajoutons, et j'ai presque fini, hein, ajoutons un autre élément perturbateur, l'incorporation d'un autre système de signes, l'iconographie. Il y a une iconographie qui accompagne les cuentos. Non? Il s'agit de tableaux du peintre cusqueña Miguel Araoz. Et pourquoi? Para reflejar la esencia del cuento. Donc ça assure une continuité iconographique. Bon, il y a une espèce de continuité iconographique au sein de la diversité des nouvelles. Et les tableaux ont été sélectionnés par l'auteur et le peintre. Bon, je terminerai. Conclusion. Étudier un recueil et son fonctionnement relève de trois types de logique. Hein. On a vu toujours, selon Jean-François Louet, une logique éditoriale, bien sûr, une logique auctoriale, une logique lecturale. La logique éditoriale est en fonction de critères d'ordre commercial, elle intervient dans l'organisation du recueil. La logique auctoriale est beaucoup plus importante, hein, c'est l'auteur architecte qui va décider de la continuité, discontinuité. Puis la logique lecturale, bien sûr, elle tisse des liens, elle crée des arborescences selon le degré de savoir du lecteur ou de son innocence. Bref, quand on lit, on se lit. Pensons au recueil virtuel, au blog interactif, où tout n'est qu'arborescence infinie, dans un monde sans fin, comme la bibliothèque illimitada y periódica, imaginée par Borges. Alors, quoi de mieux que le recueil pour étudier des phénomènes de discontinuité et de continuité? Mais au-delà de tout ça, cela suggère et cela renvoie
à qu'est-ce que la littérature, au questionnement même de la littérature qui est posé dans cette tension, cette dialectique de la clôture, de l'ouverture. Et en fait, la seule instance qui à tout moment peut intervenir et imposer ses choix et son ordre reste le lecteur. Et je terminerai par la très jolie image de Michel Butor sur le recueil. Le recueil est comme un mobile, c'est-à-dire un ensemble d'éléments construits en matériaux légers et disposés de telle façon qu'ils prennent des dispositions variées sous l'influence du vent ou de tout autre moteur. Voilà, merci. Merci beaucoup, Françoise, à double titre. D'abord parce qu'effectivement, c'est moi qui ai à peu près passé commande, de cette communication. Tu l'as bien rappelé en disant qu'à moi, on peut rien me refuser. Bon, c'est pas faux, j'aime bien quand tu as pas de libre arbitre et que tu obtempères et en l'occurrence pour, cette douce musique à mon oreille, parce que tu sais bien qu'en ce moment avec les questions de lisibilité, d'isibilité, tu as pas utilisé le mot, mais ce que j'appelle moi l'effet anthologique, ça fait partie des questions qui m'intéressent le plus. Alors moi, j'ai une question et plein de commentaires, mais du coup, je vais d'abord laisser parler les amis et surtout n'hésitez pas à alimenter le débat et puis après je te poserai ma question et je te donnerai mes commentaires. Alors Sabrina et puis après Sylvie. Vas-y Sabrina. Oui, merci Françoise pour votre communication très intéressante. Alors moi j'avais une question en tant que pur produit de Cortázar et de Caroline Lepage, justement sur le recueil, sur Alma Alga, si. Justement quand vous avez interrogé Karina Pacheco, elle vous a parlé sur le fait de créer une anthologie, évidemment sur l'enthousiasme à l'heure de choisir les titres qu'on met à l'intérieur. Mais ensuite, l'étape qui va vraiment poser le problème de la continuité-discontinuité, c'est peut-être celle du classement, ensuite du rangement. Et notamment, on remarque que Alma Alga, c'est le titre du recueil et également le titre d'une nouvelle. Donc, ma question, c'était dans quelle mesure, en fait, pourquoi déjà avoir choisi cette nouvelle pour faire le titre du recueil. Et ensuite, finalement, le fait qu'elle soit la 4e place, si je ne me trompe pas, dans le recueil, qu'est-ce que ça crée? C'est-à-dire que pourquoi elle arrive à cette 4e place-là? Et est-ce que du coup, ça crée ça va faire tout éclater, créer une discontinuité avec ce qui suit, ou une continuité avec avant, ou l'inverse? Enfin, voilà, en même temps, je ne suis pas très claire, mais parce que justement, c'est aussi l'effet chaos, continuité, discontinuité, voilà, qui est créé par rapport donc au choix d'Alma Alga comme titre et à sa place dans l'anthologie. Donc, qu'est-ce que vous avez pu constater par rapport à ça? J'ai posé des questions, quand je vous l'expliquais, j'ai posé des questions très fines à Karina, mais qui ne m'a pas répondu, ou même elle ne savait pas. La seule chose qu'elle disait, c'est que Alma Alga et puis El Sendero, c'était entre le fantastique et le réalisme, et c'était ça la tendance qu'elle voulait donner à son recueil de nouvelles, et j'en sais pas plus que vous. Je ne pourrais pas vous dire. Bon, c'est nous, lecteurs, qui faisons l'unité du recueil aussi. Il y a une intention d'auteur, comme je vous l'expliquais, le choix des titres, toujours un court récit au début, un autre court récit à la fin, mais bon, je sais pas, Malgré, il y a une qui est très courte, la Venganza, une histoire de famille, de vengeance, El Violonista de la Montagna, qui est plus dans le mythe andin, de la musique, et Alma Alga, on revient sur nos pieds, mais c'est quand même assez fantastique. Donc c'est plutôt des effets peut-être musicaux, voilà, pour l'harmonie. Si on creuse davantage, je sais que j'ai dit des choses un peu superficielles parce que j'ai pas eu assez d'éléments de la part de l'auteur. C'est mes intuitions à moi pour expliquer l'architecture. Voilà. D'accord, je vous remercie, François. Elle est fantastique. Le début est formidable. On est dans un lac andin, dans l'eau. Quelqu'un est dans l'eau et d'un seul coup, bon, il est dans l'eau. En fait, c'est un mort, quoi. Il est mort. Donc, on est dans le fantastique et le réalisme. Et donc, le fait qu'elle soit en 4e position, je ne sais pas, parce qu'elle ne m'a pas répondu sur ce problème-là. Ça doit relancer. Moi, je pense que toute personne qui compose un recueil de nouvelles,
il doit avoir dans la tête, comme le film, comme je vous l'ai expliqué, le macro, il ne faut pas s'ennuyer, quoi, hein. Donc, chaque fois, on doit relancer un peu, hein. C'est comme une liste de plats, quoi. Il y a un plat un peu fan et derrière, on va mettre quelque chose d'un peu plus épicé. Il faut penser au lecteur qui s'ennuie. Moi, personnellement, je n'aime pas lire des recueils de nouvelles. Ça m'ennuie parce que moi, j'aime lire dans la durée, quoi. On lit une nouvelle, oh, c'est déjà fini, quoi. Après, il faut se remettre dans une autre histoire. Vous comprenez? Il y a quelque chose. Ouais. Mais justement, la question, c'est est-ce que c'est vraiment fini, en fait? Parce que c'est peut-être ça le. Mais parce que moi, je partage tout à fait vos sentiments parce que je suis aussi davantage une lectrice de romans. De longue Mais, durée. mais finalement, après, quand on l'étudie, c'est vrai que des fois, il y a des continuités alors qu'ils ne sont pas toujours perceptibles. On va retrouver C'est ça. c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, au sein du même recueil. Après, on va s'y retrouver, hein. C'est comme on était un peu perdu dans la forêt. Ouf, on retrouve un petit chemin parce on est déjà passé par là. Et donc, si vous voulez, vous lisez Alma Alga. Après, vous allez lire, je ne sais pas, La Ofrenda. Là, vous allez vous y retrouver, hein. Il y a le côté un peu fantastique. Donc, je crois qu'il y a une espèce d'harmonie, il y a une composition musicale ou une composition culinaire afin que le lecteur ne s'ennuie pas, mais ce n'est pas toujours réussi, il faut le dire, ce n'est pas toujours réussi. Le recueil de nouvelles, et je crois qu'elle le sait, c'est son premier recueil de nouvelles, il y a des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, il y a des nouvelles qu'on aurait peut-être pu éliminer. Par exemple, le dernier recueil, Lluvia, il y a seulement 9 nouvelles. Je suis tout à fait d'accord. On se pose beaucoup de questions, mais souvent l'auteur lui-même ne sait pas quoi vous répondre. À nous d'en tirer des hypothèses et d'en déduire des choses. Je vous remercie, Françoise. Alors, Sylvie, vas-y. Alors, c'est moins une question qu'une remarque. Donc, on est au début de ce cycle de recherche et il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est quelle que soit la stratégie, que ce soit la stratégie de l'éditeur, de l'auteur ou du lecteur, comme tu l'as très bien expliqué. Entre parenthèses, tu m'as vraiment donné envie de lire ces recueils de nouvelles parce que moi, j'aime beaucoup, au contraire, je suis lectrice de nouvelles. Eh bien, en fait, à chaque fois, quelle que soit la stratégie, c'est la continuité qui est cherchée. Oui, l'unité. Moi, j'ai appelé ça unité, mais Voilà, enfin, l'unité, la cohérence, l'harmonie, enfin, tu peux le désigner sous différents thèmes, mais c'est assez frappant. C'est-à-dire que, est-ce que, donc la question que je me pose, c'est que, en fait, est-ce que la finalité, c'est forcément l'unité? Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une œuvre littéraire qui, au contraire, ferait tout éclater? Mais dans ce cas-là, il y aurait un problème de sens. Est-ce que le lecteur suivrait? Tu vois, c'est assez... ce problème enfin, ça me frappe, ce désir de donner du sens dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire vraiment une direction de lecture, à la fois une signification. C'est vraiment quelque chose qui s'impose, comme si on avait besoin de s'y retrouver, comme si le lecteur ne pouvait pas être laissé à lui-même, en fin de compte, qu'il se débrouille. Le lecteur, c'est l'effet livre, hein, c'est le recueil et le fantôme d'un livre, hein, je l'ai expliqué, c'est une très belle citation. C'est l'effet livre, c'est l'effet de la matérialité. Il y a un objet, on l'ouvre, il y a des textes. Libre à vous de vous y promener comme vous le désirez. Effectivement, c'est une vision du recueil traditionnel. On aurait pu aussi parler de continuité et discontinuité en parlant de blogs consacrés aux nouvelles, qui seraient des blogs interactifs, où là, on pourrait déposer, écrire je ne sais quoi des nouvelles, qui disparaîtraient, qui réapparaîtraient, etc. Donc là, moi, je pense que recueil de nouvelles traditionnelles, il y a quand même le besoin d'une unité. Moi, j'aime pas tellement les nouvelles, mais j'aime quand même lire quelques nouvelles. J'ai déjà lu des recueils de nouvelles, c'était insipide. J'avais pas envie de continuer parce que c'était mal agencé, que les nouvelles étaient mal classées. On en lisait une, on se disait, c'est pas la peine de continuer, c'est très ennuyeux. Ouais. Enfin, ça dépend, parce que moi, par exemple, je pensais aux leyendas de Becker, que j'adore, parce que justement, ce sont des récits courts,
Alors, récits, contes, enfin, ce sont des légendes, enfin, bon, encore une difficulté de traduction, mais justement, c'est le côté, enfin, l'unité serait le côté fantastique, mais en même temps, après, enfin, j'ai le plaisir de me dire, ah, j'ai préféré cette légende-là et je la relis. Oui, oui. Et après, il y a aussi, certes, je dirais, le texte est court, mais tu y repenses et tu peux éventuellement lui donner une autre suite. Enfin bon, je trouve que ça peut être aussi très Ah, mais, stimulant. non, mais moi, je ne Euh, suis pas Par contre. rapport à un roman qui, c'est pas parce que c'est un roman, ça peut être très ennuyeux, un roman, surtout Non, s'il est très oui, long. oui, oui. Voilà. Mais bien sûr, non, mais moi, c'est ma vision du recueil et c'est pas une vision très originale, hein, parce que vous avez vu que c'était une des caractéristiques essentielles du recueil, cette espèce de désir de mettre de l'unité dans la discontinuité, de la cohérence dans la discohérence, comme ils Oui. disent, etc., etc. Que le lecteur va chercher une unité, mais il y a aussi des lecteurs qui veulent lire des choses éclatées, Voilà. diverses, et peut-être alors faudrait-il qu'ils utilisassent un autre support. Je crois que l'écran, les blogs interactifs leur permettraient justement de lire des éclats de texte ou des... Oui, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai travaillé sur une approche très traditionnelle du recueil de nouvelles. Mais bien évidemment qu'il y aurait d'autres façons d'aborder ça. Bien. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai envie de lire ces Daniela Pacheco, nouvelles. mais oui, et e-book. On peut, Oui, tout est en e-book, tout est disponible, l'œuvre complète là. C'est très facile à trouver. Bon, merci beaucoup Sylvie. Oscar, est-ce que tu... Vas-y. Oui, euh, oui, bonjour Françoise, merci pour cette communication. Et moi, je voulais poser deux petites questions, malheureusement pas forcément très liées au thème continuité, discontinuité, mais bon, je me permets de les poser quand même. La première, c'est que je n'ai pas bien saisi un des termes que vous avez utilisé quand vous parliez de l'intérêt de l'auteur, de Carolina Pacheco, par la nature. À un moment donné, vous avez dit s'intéresse par cette nature qui est culture, j'ai entendu cela. Et puis, mais après, il y a un terme que je n'ai pas saisi, vous avez dit, elle est pas dans une logique, pas dans une logique, peut-être que le terme c'était plastification, mais je suis Ah pas sûr non, que non, j'ai entendu. Et non. je voulais savoir à quoi, quel était le terme et à Je quoi cela renvoie renvoyait. à Descola, Par-delà culture et nature, hein, et tous les bouquins d'Escola, très intéressant. C'est-à-dire la tendance plutôt à une relation et non pas classification. Et pas Pas classification classification. par espèce, par genre, hein. Tandis que là, c'est une poétique de la relation, hein, effacer les barrières entre les espèces humaines, D'accord. espèces animales. On est en plein dedans, hein. Donc, en fait, c'est la continuité de ce qu'on appelait le panthéisme, l'animisme, l'antispécisme, le nature writing, d'accord? Et D'accord, effacer merci. les barrières. Donc, elle fait ça tout à fait naturellement parce que c'est une militante. Elle a un statut très spécial, Carolina Pacheco, parce qu'elle écrit, et puis, et elle n'est pas militant ni de féministe, ni de éco-politique, mais en même temps, elle est tout ça, hein, d'où l'intérêt. Et géographiquement, elle a une situation formidable, justement, hein. Elle est très cosmopolite, elle est quechuaphone, moderne, elle est dans le monde et à Cusco. C'est l'intérêt. D'accord, Bon, et d'accord. alors, je vous renvoie à Descola, hein, il faut lire Descola, qui parle D'accord. justement. Avant, il y avait, pour nous occidentaux, une séparation entre la nature et Et culture, la hein. culture, bien Il y a la sûr. nature et les humains. Et donc, ça fait longtemps qu'on a compris que ce n'était pas tout à fait ça. Mais disons que si vous lisez des scolaires, vous verrez qu'il faut bousculer les barrières entre justement les espèces, hein, et pratiquer une politique de la relation, comme aurait dit Glissant pour autre chose, et là, entre les espèces. C'est pour ça qu'on parle de l'antispécisme, etc., etc. Et donc, j'aimerais retrouver ma citation, etc. Bon, merci. Non, je me disais qu'en effet, je n'avais pas bien saisi le nom de l'auteur et du terme. Merci. Bon, justement, peut-être qu'il y a un lien avec la continuité, mais dans le sens de, voilà,
ce manque de barrières, par exemple, entre nature et culture et les espèces. Ça, c'est autre chose. Là. Ce serait plutôt au niveau du monde qu'elle représente. Et bon, oui, ben, il y a des très jolies choses, mais c'est un peu comme José María Arguedas. Hein, quand on lit José María Arguedas, là, on Oui, voit comment, de façon très délicate, oui, bouscule des barrières bien sûr. en béton entre les hommes, la nature, les animaux. Donc elle fait partie, tout à fait naturellement, tout en étant une militante, tout en étant une montagnista, tout en parcourant Sacsayhuamán, enfin bon, tout en faisant, mais en même temps elle est anthropologue, donc elle a tout ce background derrière elle. Hein. Oui, alors j'ai retrouvé ma citation. Recomposer nature et société, humain et non humain, individu et collectif, dans un assemblage nouveau. C'est Descola qui dit ça. Hein. C'est donc à l'écologie des relations, empruntant à différentes sciences de la vie et du comportement, qu'invite cette recomposition, hein, et non pas un monde classé. D'accord, Une de ces merci. nouvelles où c'est une petite pierre, une pierre échouée sur une plage qui parle, c'est la vie d'une pierre. Hmm, C'est très, très d'accord. joli cuento, très joli. Alors, pour Descola, Oui. vous pouvez le lire et puis sinon écouter les podcasts de ses cours au Collège de France. Hein. Oui, 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 Ah, oui. super. Ouais. Si cette voix vous intéresse, les voix d'écriture, hein, moi, c'est Les important, une voix podcasts d'imaginaire, une voix les podcasts sont imaginaire, très hein, bien. qui est Ok, soit grossière, soit délicate. Alors là, c'est de la poésie. Moi, je pense à Emily Dickinson aussi, hein, qui, dans cette délicatesse de bousculer les barrières entre oui. la mouche et la mouche. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pourquoi pas, c'est joli, une mouche. Oui, merci. Et l'un de vos derniers commentaires me mène justement à ma deuxième et dernière question. C'est, vous dites qu'elle n'est pas forcément féministe ou militante pour l'écologie, mais par rapport au recueil de nouvelles El Sendero de los Rayos, Mm. il y avait la deuxième, je vois que le deuxième titre, c'est La doncella de arena. Voilà, très joli, très joli. Très joli. Voilà, je n'ai pas pu le lire, mais je me demande par rapport au titre, C'est mystérieux, fantastique. Les enfants jouent sur une plage, ça se passe dans la forêt, je crois, hein, sur une plage, sur les rivières d'un fleuve. Hein. Ils découvrent une femme endormie, et qui se met à danser. Mais ces enfants, surtout, recueillent des petites tortues, non pas pour les manger, mais pour les aider à vivre et à pondre. Hein. Et donc, on est dans un univers, mais en même temps mythique, enfin poétique et fantastique, mais en même temps, il y a la présence, on est dans la forêt, et qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que les grands exploiteurs vont arriver, vont déloger les autochtones, ils vont déloger les petites tortues, etc., etc. Donc, c'est une écrivaine qui sait allier le réalisme et la poésie. Parce que tout le début, c'est une jeune femme endormie, un peu mystérieuse, et puis toutes ces petites tortues que les enfants ramassent, etc. Je vais vous lire juste un petit espace où on parle des enfants avec les œufs. Esa madrugada recogimos pocos huevos, cada vez había menos. A mí me hubiera gustado preguntarles a las taricayas, les tortues, qué podíamos hacer si ellas se marchaban. Era c'est le plus joli. A veces, al acercar los huevitos a la oreja, podíamos escuchar que algo se movía en su interior. Yo imaginaba que estarían respondiendo a nuestras preguntas, o quién sabe si las tortuguitas que allí germinaban también estarían acercando su oído para escuchar de nosotros otras respuestas. Ça a l'air très joli. C'est Ça a l'air très joli. Mm. Moi, ce que je me demandais par rapport au titre, bon, c'est un titre curieux, non? La doncella de arena, mais quel serait ici le lien entre la figure de doncella, de jeune fille ou jeune femme, et la nature de arena? Quelle serait la construction de la jeune fille ici? C'est une figure étrange, merveilleuse, une apparition comme ça sur la plage, sur la rivière du fleuve où les gens vont recueillir les tortues pour les protéger. Apparaît une fille comme ça, non? Su cuerpo encalló en la ribera de arenas blancas y nosotros habíamos acudido a esas orillas para recolectar huevos de taricaya. Et puis après, distinguimos su figura de mujer, etc.
Et tous les jours, ils viennent voir cette étrange personne. On ne sait pas si elle est vivante ou si c'est una diosa de la selva. Je vous explique que tous les registres sont mélangés, ce qui fait la beauté de ces textes. Et en même temps, elle a mis ça, cette nouvelle-là, dans son anthologie, bien sûr, destinée aux enfants de Cusco, etc. Ce qui est aussi un but, ces mythes propres, faire rêver. Et aussi expliquer que la forêt est menacée, parce qu'à la fin, tous ces enfants, un recueil ramasseurs de huevitos ou protecteurs de huevitos de tortues, ils vont migrer parce qu'il y a la déforestation. Donc, elle s'est alliée tous les registres. C'est pour ça que c'est quelqu'un de très intéressant. Merci. Alors, Audrey, vas-y. Oui, merci beaucoup. Merci Françoise pour ce parcours et pour avoir remobilisé de manière assez complète l'écriture de Karina Pacheco. Ce que vous venez de dire à l'instant avec Oscar à propos de sa formation d'anthropologue, je pense que justement, il y a tout ce côté très scientifique, très méthodologique dans son approche, dans son regard, qui vient nourrir son écriture, mais une écriture qui s'affranchit de cette classification, de ces techniques de regard presque médicales, quoi, d'observation détaillée pour aller enfin, suggérer plutôt des impressions poétiques et une poésie qui est presque, même dans ce que tu disais là, de l'ordre du poème en prose. Et c'est justement peut-être aussi la nouvelle qui va permettre de transmettre cette impression poétique plus que dans un chapitre de roman, par exemple. Alors, je vais avoir quelques remarques, mais peut-être une question aussi. Dans les remarques, je pensais aussi à ces autres femmes écrivains qui vont être plus vindicatives ou plus percutantes dans leur discours. C'est vrai que Karina Pacheco, même quand je l'avais vue à Biarritz il y a 2 ans, il dégageait de son discours une forme d'humilité et de cette harmonie avec les éléments naturels, ce qui m'amène vers ma question. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir aussi dans toutes ces mosaïques qu'elle crée une reconstitution des espaces, des divers espaces, une nouvelle lecture des espaces du Pérou, parce que certes, il y a cette marginalité de Cusco, mais est-ce que de son point excentré, elle ne propose pas un nouveau regard des endroits qu'on a l'habitude de connaître, et que donc cette forme de discontinuité avec le discours habituel propose une nouvelle unité de son parcours? Ça, c'est une question un peu... c'est la première question. Ma deuxième question, qui est beaucoup plus ponctuelle, c'est que je n'ai pas vérifié. Ricardo González Vigil publie tous les 10 ans une anthologie des meilleures nouvelles par tranche de 10 années. Et j'aurais voulu savoir si elle avait été recensée dans la 2010-2020 et quelle était la nouvelle qui a été retenue. Oh, moi. J'ai le 2000-2010, mais j'ai pas la dernière, donc je ne sais pas. Oui, on va regarder. Elle est connue, oui, mais bon, je pense, oui. Oui, je pense. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir sur c'est ce dont tu me parles, hein, les dernières nouvelles. Hein. Tu sais, El Cuento Peruano qu'il publie à chaque fois par... Oui, mais là, je sais qu'il vient de sortir une anthologie de los mejores cuentos peruanos actuales, et elle est dedans. Elle est dedans. Alors, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai les cuentos completos qu'il a recueillis. Hein. J'ai les 3 volumes, je n'ai pas le dernier, il faut en regarder. Non, mais elle est très, très connue. Hein. Elle a un statut, oui, elle est un peu jalousée parce que j'ai dit qu'elle est quechuaphone, cusquenienne, mais cosmopolite. C'est-à-dire, elle partage sa vie entre Madrid, Cusco, ses missions un peu partout. Et donc, elle a un statut un peu jalousé des autres parce qu'elle est tout en étant extrêmement modeste. Et bon, sympathique et tout et tout. Ouais, très sympa. On revient à la première question là. Oui, Cusco, mais il y a aussi la forêt parce que Cusco jouxte la forêt et elle aime la forêt, hein, en étant cusquenienne. Donc il y a toute cette nature, il y a beaucoup de cuentos qui se passent dans la forêt, comme l'histoire des petites tortues, comme n'importe quelle autre histoire, comme les romans. Il y a toujours un moment où on passe des Andes à la forêt, etc., etc. Ben oui, elle fait partie. Elle milite entre guillemets à sa façon pour encourager, bien sûr, toutes ces autres littératures, hein, comme les littératures d'Amazonie, etc., etc. Oui.
Ça, j'en avais parlé quand j'avais fait quelque chose sur territoire. Hein. Existe-t-il une littérature nationale? Non, sûrement pas. Des littératures qui s'affirment de plus en plus en quechua, dans les langues aborigènes, etc. Oui, 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 oui. Ça, tout à fait. Et Voilà. j'aurais encore aussi peut-être une petite remarque sur les. Tu parlais de ces nouvelles qu'on lit où on s'ennuie. Moi, dans les recueils que j'ai pu lire pour que ce soit pour la thèse ou même d'autres recueils, j'ai parfois besoin de ce contrepoint, de mauvais textes ou qui ne me plaisent pas pour pouvoir mettre en relief d'autres. Bon, alors, c'était conditionné dans mon cas par l'unité thématique du fantastique. Donc, je me posais la question, est-ce un texte fantastique Est-ce que je d'après vais l'éliminer ou pas, quoi. un peu. On a envie de refaire ces livres, non? On a envie de refaire, de recomposer les bouquins. Oui, bah, le bouquin ou le bouquet, hein, puisque l'anthologie, un autre nom de l'anthologie, je crois, est aussi rattaché à cette notion de fleurs qu'on rassemble. Oui, oui, oui. Recueillir, cueillir, glaner, et puis on rassemble, on fait un bouquet. Un florilège, enfin, ce que vous voulez, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'est un peu dépassé avec les nouveaux supports. Je sais pas. Il faudrait étudier. Moi, je ne peux pas, mais je pense que quelqu'un aurait pu étudier aussi le rôle d'une littérature interactive où tout le monde met sa nouvelle, enfin, je sais pas, moi, non? Est-ce que ça donnerait, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Bon, alors du coup, moi, je vais arriver avec mes remarques et questions en essayant, comme d'habitude, de mettre de l'ordre dans la formulation en particulier. Alors, je trouve ça intéressant, les difficultés que tu as eues, même si elle était pressée, etc. Je pense que surtout que ça lui pose problème de te répondre sur la question du choix, parce que ça, c'est la question de base, et je crois que c'est une des plus intéressantes du phénomène anthologique. Alors, dans quel ordre on met les choses, qui décide de l'ordre dans lequel on met les choses, et en fait, quels sont les effets de sens qui sont produits soit par un ordre volontaire ou par un ordre justement involontaire. C'est-à-dire quand tu pousses un peu les nouvelles, d'abord, tu peux ne pas savoir quand est-ce qu'elles ont été écrites, la date, et que tu fais un semblant d'organisation. Voilà, il y a des effets de sens inattendus, et ça, pour moi, ceux-là, ils sont vraiment très, très intéressants. Et là, ce que je trouve... donc, il faudrait creuser. Tu vois, par exemple, Sabrina, c'est exactement le genre de question qui m'intéresse. Mais pourquoi celle-ci, elle est à la position 4 J'ai dit qu'elle ne m'a pas répondu. Bien sûr, mais voilà. Voilà, mais si elle te répond, c'est intéressant. Si elle ne te répond pas, c'est intéressant aussi. Mais sinon, moi, ce que je trouve symptomatique, c'est la lecture que tu en as faite à travers ce cheminement qu'elle te pousse à faire de rechercher l'unité. C'est incroyable parce que finalement, tu as l'impression que le sens n'aurait de valeur, de portée, que si on retrouvait l'unité. En quelque sorte, la fragmentation, la dissolution serait une espèce de déficience qui ferait compenser par trouver absolument du liant, etc. etc. Alors qu'au contraire, tu vois, par exemple, la question de Sylvie, la remarque de Sylvie, je l'ai trouvée super bien parce qu'elle te dit, justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la discontinuité et pas absolument vouloir retomber sur la forme conventionnelle qui implicitement implique un discours contre-anthologique, contre la forme brève, etc., qu'on essaie de sauver un peu en disant, bon, mais attention, hein, elle s'en sert dans un tout. Alors qu'on peut considérer l'inverse, je répète, hein, c'est comme une chaussette, c'est quand elle n'est pas dans un tout qu'elle nous interpelle aussi. Et puis surtout, moi, je pense que cette histoire de vouloir absolument créer un tout, c'est finalement la mainmise de l'auteur qui veut guider, qui veut téléguider. Vous voyez, en fait, le texte, il serait livré comme ça. Il y aurait une dissolution du paramètre habituel de l'auteur, des instances du texte. Le personnage est un peu dilué comme personnage parce qu'il ne peut pas s'étendre parce qu'un personnage dans un roman, ça se construit sur la longueur, progressivement, etc. Alors que là, soit il nous est donné comme ça, et puis dans une toute petite durée, ou alors il n'y a même pas de notion de personnage. C'est des voix qui s'expriment vaguement, et ça n'a pas le temps de s'installer avec une psychologisation. Nanana. Et donc là, on a l'impression que vraiment, faire le tout, ce serait comme, non, je ne peux pas livrer mon texte au lecteur qui en deviendrait non seulement le co-auteur, mais un auteur supérieur, que c'est lui qui ferait sens, mais je veux imposer, finalement, je ne peux pas m'empêcher de baliser les choses pour programmer la lecture.
Donc moi, ça, c'est une question que je te pose, tu vois, c'est sur... je vais te les poser toutes et puis après, tu répondras à ce que tu veux. Hein. S'il n'y a pas cette espèce d'ambivalence entre le texte, l'œuvre ouverte, et en fait, que je me débrouille pour verrouiller par derrière. Alors après, j'avais une deuxième chose, c'est, tu as dit que même si les nouvelles, je peux les lire dans l'ordre que je veux, etc., le principe même de la reliure donne quand même un ordre. Et en plus, nous, on est bien dressés comme lecteurs. On nous a appris à lire et on lit les choses dans l'ordre. Bon. Et au Chili, il y a ce fameux groupe collectif qui s'appelle Ergo Sum, qui a créé des livres-objets. Là, pour le coup, c'est une enveloppe dans laquelle il y a des petits cartons. Et là oui, il n'y a pas d'ordre. Donc finalement, il y a quand même des moyens de déconstruire la pseudo-continuité du livre. En fait, là, c'est même plus un livre. Les moyens de déconstruire la continuité, ils existent en littérature, notamment par le biais de ces livres-objets où il n'y a pas de sens. En plus, les cartons, ils ne sont pas numérotés. Voilà, c'est juste comme des cartes. Et là, pour le coup, je peux jouer avec ces cartes. C'est moi qui assemble, etc., etc. Bon. Après, autre point, c'est sur ce fameux effet anthologique dont je parle souvent. Et c'est intéressant pour les nouvelles parce que finalement, elles sont super plastiques. On a l'impression que c'est surtout que quand on regarde un peu la théorie autour de la nouvelle, etc., on nous dit la nouvelle, c'est comme un œuf, un nuevo, hein, c'est-à-dire c'est fermé sur soi-même avec un début, une fin qui se font écho, qui bloquent tout ça, etc. En réalité, la nouvelle, à partir du moment où elle est... je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, si c'est Montandon qui disait la nouvelle, elle est grégaire, en fait. Elle rejoint un troupeau pour appartenir à un tout, etc. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un truc fermé, c'est un truc poreux avec plein de trucs partout. Et il y a le sens, il est construit à plusieurs échelles. Il y a la nouvelle quand elle est toute seule, il y a la nouvelle avec le voisinage de celle d'avant, la nouvelle, le voisinage de celle d'après, la nouvelle quand elle appartient à une partie, etc. Et moi, c'est cet effet de démultiplication du sens que je trouve super intéressant. Et donc, j'aimerais... Bon, là, évidemment, toi, tu dois faire vite, mais j'aimerais bien que, tu vois, tu nous prennes une nouvelle. Alors là, tu peux le faire dans la version écrite si ça t'intéresse. Hein. Il y aurait une nouvelle dont tu montrerais comment, par ces voisinages successifs que tu as grandi, comme une espèce de spirale, tu vois, le sens est progressivement modulé. C'est-à-dire, tu as dit à un moment donné, voilà, il y a une nouvelle que je peux trouver bien quand elle est toute seule, elle devient chiante quand elle est avec les autres. Mais réciproquement, c'est-à-dire une nouvelle dont le sens, tu vois, la lecture serait plus ou moins absconce, et quand tu l'assembles avec les autres, le sens se construit, le sens se module. En fait, le sens est migrant, ça veut dire que d'un seul coup, tu te dis que, que plus tu démultiplieras les voisinages, plus en fait la nouvelle déstabilisera ton rapport au sens, et finalement, en fait, tu te dis que, c'est une évidence, hein, mais ta lecture, c'est jamais qu'un état du texte. Bon, ça me semble quand même super intéressant. Ensuite, autre remarque, vous inquiétez pas, un jour j'en finis. Hein. Moi, ce que je trouve, là, tu as parlé de les nouvelles qui viennent avant les romans et puis après les romans. Donc là, ce serait marrant, par exemple, moi, si je vois Garcia Marquez, hein, excusez-moi, je reviens toujours à mes vieilles lunes, lui, c'est pas compliqué. On est passé du fragment dans les œuvres de presse au début des années 40 où il écrivait des petits machins dans les journaux, ça s'appelait La Casa de los Buendia. Après, il y avait El Hijo del Coronel, La Hija del Coronel. Vous voyez, ces espèces de petites bribes. Après, c'est devenu des nouvelles. Après, c'est devenu le roman Cent ans de solitude. Après, les nouvelles lui ont permis de continuer Cent ans de solitude tout en ne continuant pas, etc. On en est parlé la semaine dernière. Voilà, mais surtout, plutôt que de s'interroger comment est-ce que la nouvelle fait tout, moi, je pense qu'il faudrait plutôt s'interroger sur comment est-ce que la nouvelle détisse ce qui est supposément un tout. C'est-à-dire qu'en fonction de comment est-ce qu'une anthologie fait un bloc, on devrait se réinterroger sur comment est-ce qu'un roman fait un bloc. Et finalement, comment est-ce qu'à partir de l'observation de ce phénomène-là, on se dirait qu'une grande partie des romans qu'on lit comme des romans sont en réalité des anthologies de nouvelles ou des collages de fragments. Et ce serait vachement intéressant de lire nos grands romans comme des petits bouts. Voilà.
Voilà, bon. Et puis, dernier truc sur ce que tu as dit, j'ai adoré ce que tu as dit sur l'anthologie. Comment est-ce que finalement, j'en choisis un, je l'isole, j'en enlève d'autres, etc., etc. Parce que du coup, là aussi, ça interroge sur les effets de sens, les modulations de sens et tout ça. Et c'est plus tellement avec une hypertextualité, mais avec une autotextualité. C'est-à-dire comment le texte, j'ai envie de dire, il y a une rétroalimentation qui fait que, voilà, c'est comme une espèce de boule où la forme brève devient une espèce de forme géante, parce que progressivement, elle a grossi des déplacements successifs qu'on lui a fait subir, des voisinages successifs qu'on lui a donnés, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est mes élucubrations que je te soumets sur ces histoires. Oui, je suis tout à fait d'accord, sauf le roman là, décomposé en petits fragments. Bon, ça ne m'intéresse pas. C'est autre Ok, chose. mais Mais je pense que j'ai dit ces choses-là, ou alors je les ai mal dites. Bien évidemment que selon le voisinage, les nouvelles vont prendre un autre sens. Je comprends oui. que j'aurais pu peut-être choisir 2 nouvelles et m'interroger plutôt que de faire un catalogue sur les différentes nouvelles. Non, mais ce n'était pas une critique, hein. Attention, Françoise. Non, Moi, mais je comprends, voilà. mais je suis tout à fait d'accord, bien évidemment, que le sens, des effets de sens, de contagion, de contre-sens, de néo-sens, effectivement, dans le recueil, c'est ça qui est intéressant. Et on a envie de faire son propre recueil, soi-même. Et toi, tu parles des livres en carton, mais le lecteur, il fait son propre recueil parce qu'il y a des nouvelles qu'on ne veut pas lire, qu'on laisse tomber. Moi, je n'ai pas envie de lire certains trucs, ça m'ennuie à mort, quoi. Je sais pas. Bon, l'autre question, c'est je sais plus. Il y en a une qui Oui, alors oui, m'intéresse. le texte, bon, la référence, c'est toujours le recueil, le livre, l'unité, bien évidemment, mais bon, on pourra dire, comme Roland, quoi, hein, l'œuvre tient dans la main et le texte tient dans le langage, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Donc là, on est évidemment avec le recueil, c'est une œuvre, mais dedans, il y a des textes, hein, qui sont dans le langage, hein. Donc, bien évidemment qu'il y a 1000 façons d'aborder ces textes, et de les voir autrement. Mais moi, scolairement, parce que je suis très scolaire, j'ai essayé de suivre ce qu'on m'a dit de faire, continuité, discontinuité. Donc, c'est un peu... Non, il y a une question qui m'intéresse parce que moi, cette auteure, je la trouve vraiment, enfin, elle mériterait d'être davantage lue, je pense, par les ibéro-américanistes, je fais exprès de dire ibéro-américanistes de France. C'est sur voilà, la place qu'occupent ces anthologies par rapport au roman, c'est-à-dire si c'est des laboratoires ou si c'est des points d'aboutissement, tu vois, par rapport à ce que j'ai dit sur la place que les nouvelles occupent dans l'œuvre de Garcia Marquez. Il y a des raisons purement commerciales. On sait très bien que tous les écrivains en Amérique latine dans les années 50-60, je parle du Pérou, ce que je connais, voulaient écrire des grands romans, mais pas de maison d'édition, dont leur seule façon d'être visible et de faire de la littérature, c'était de publier un pequeño cuento dans un journal. Hein. Donc, il y a d'abord une raison purement matérielle, quoi. Hein. Ouais. Il faut voir ça. Bon, c'est de la sociolittérature. Je sais que tu n'aimes pas que tu es dans les textes, mais il y a aussi quand même cet aspect purement concret et matériel, quoi. Hein. On ne pouvait pas publier de romans. Il n'y avait pas d'éditorial. Donc, on écrivait des cuentos. Hein. Ils ont tous commencé, même, on va dire sur ça, son horrible bouquin, là, Los Jefes, c'est nul. Hein, son premier livre de cuentos. D'ailleurs, il ne voulait pas qu'on le réédite. Carpentier aussi, il ne voulait pas qu'on réédite son premier petit roman, etc., etc. Non, il y a des raisons matérielles. Et la nouvelle, néanmoins, justement, au Pérou, il y a El Cuento, il y a beaucoup de concours de nouvelles et on gagne un prix. Oui, c'est vrai. Oui, et c'est la vrai. nouvelle, enfin, j'appelle ça une nouvelle, mais vous voyez, le mot ne convient pas. Hein. Le cuento, disons, il y a beaucoup de gens qui écrivent au Pérou, hein, et surtout maintenant avec les blogs et tout ça. Et comme ce sont des poètes et des gens qui écrivent des courts récits, hein, parce que matériellement, c'est plus facile. Et donc, il y a une activité forte du cuento. Parce que écrire un roman, trop difficile. Pas d'éditorial. Maintenant, ça va mieux, mais il y avait cet aspect-là qu'il faut retenir aussi. Hein. Ok. Est-ce que, je ne sais pas, Béatrice, Lina, Amadeo, vous voulez intervenir? Inès aussi, je vois que tu es encore dans les parages. Donc, oui, j'aurais d'abord remercié Françoise parce que c'était très riche.
je suis resté un petit peu, peut-être étais-je distrait à travers les changements, etc. Mais je n'ai pas bien vu, peut-être pourrais-tu m'expliquer mieux, la nature de la continuité. Qu'est-ce qui constitue vraiment une continuité? Ce qui est différent de l'unité. Sont complètement différents. Et est-ce que il y aurait là la continuité serait sur la thématique, serait sur le style, ça serait quoi? Parce que moi, Non, mais ma formation de philosophe m'a amené à réfléchir aux questions de continuité, discontinuité, déjà à partir des Grecs, et c'est quelque chose de très difficile. Alors là, je n'ai pas bien vu dans les différents non, mais tu as raison. que J'ai tu as ou souvent cuentos, utilisé le mot- etc. Voilà. Est-ce que tu pourrais préciser la nature de la continuité dans l'ensemble des cuentos que tu as abordés? Non, mais tu as raison. J'ai utilisé le mot unité à la place de continuité. J'ai utilisé le mot continuité comme si c'était synonyme d'unité. C'est-à-dire que je l'ai utilisé de façon imagée, comme l'idée qu'il y aurait un fil, quoi, qui serait un peu ininterrompu, hein, continuité thématique, continuité dans l'intention d'assembler les textes de cette façon-là. Hein. Continuité, les recueils se succèdent et il y a la même continuité dans le désir d'assembler les textes, etc., etc. J'ai utilisé le mot unité souvent à la place de continuité. Mais bien sûr que c'est continuité. La continuité d'intention dans l'organisation des textes, la continuité thématique, la continuité, bon, ce que tu veux, voilà. De la problématique, du contenu, du sens. Du sens de la discontinuité, oui. Hein, de continuité dans la discontinuité des nouvelles. Parce qu'il y a une discontinuité au niveau des nouvelles cours, des nouvelles langues. Au fond, je ne sais plus qui a dit, on n'écrit qu'un seul ouvrage dans sa vie, en parlant évidemment des grands écrivains. Et ce qui signifierait qu'il n'y a qu'une seule chose que l'on raconte finalement. Voilà. Oui, mais la façon de la raconter. Ça nous renverrait, ça nous envoie à les intentions profondes, l'inconscient, les fantasmes, etc. Voilà. Oui, où est le problème? Oui, j'ai dit qu'elle avait un univers personnel, elle a un univers. Il y a un continuum, voilà. Il y a un continuum dans son univers. Mais après, il faut l'organiser, l'assembler, le construire, le réunir, ou le déranger, le ranger, le déranger, si on veut faire du Lacan ou du Raymond DeVos, quoi. Il faut ranger. Bah oui. Non, merci Françoise. Merci à toi, madame. Alors, qui veut Mais je pense que c'est quand même une question qu'à un moment donné, dans ce séminaire, serait important de, disons, s'arrêter un petit peu là sur ce que l'on met sous le terme les continuités. La discontinuité, c'est plus facile, ça on le voit immédiatement. Mais qu'est-ce qui, c'est l'expérience que chacun de nous a. Je me suis mal exprimée parce qu'il y avait une continuité. Mais on est fondamentalement différents. On est différents. Et pourtant, est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure depuis notre enfance? Voilà, c'est le même problème quand on écrit des différents ouvrages, différents articles, etc. Il y a, voilà. Ben, écoute, Amadeo. Je vais montrer qu'il y avait une continuité thématique entre, je ne sais pas quoi, des nouvelles, non? Enfin bon, je vais corriger le mot unité, bien sûr. Non, mais raison de il faire remarquer que par moment, j'ai utilisé le mot unité, c'était pas ça. Ben, je sais pas, moi je pense que ça mérite d'y réfléchir avant de l'enlever, hein, parce que oui, mais il y a une continuité thématique entre plusieurs nouvelles, comme on l'a vu, quoi. On passe de Margalou, une continuité thématique, parce qu'il y a cette espèce de support d'arrière-fond très important qui était l'histoire quand même. Hein, mais l'idée de parler d'unité autour de la question de l'écriture est importante, parce qu'il y a des auteurs, tu ne sais pas que c'est eux, mais tu les reconnais tout de suite. Oui, ils ont leur ils ont un espace autobiographique, entre guillemets, comme dirait Philippe Lejeune. Il ne veut pas dire j'écris mon journal intime, non. C'est le profond
c'est le texte analyse, si on veut, ou c'est l'être profond qui est dans les textes, dans l'écriture, dans tout. C'est ça. C'est ça l'unité. Alors, Inès, d'après ce que j'ai compris, tu as dit dans la conversation que tu avais une question. T'écoutes? Merci, Oui, Amalie. alors tout d'abord, merci François, c'était vraiment très, très intéressant comme intervention. En fait, plus qu'une question, c'est plus une réflexion un peu personnelle sur ce qui a été dit de la difficulté de l'usage du roman par rapport aux nouvelles et aux contes. Dans le sens où c'était décrit comme trop compliqué ou voilà, avec des règles un peu différentes. Moi, c'est ça. Enfin, je voulais simplement partager avec vous que c'est quelque chose que j'ai aussi vu dans les interviews en fait, avec des auteurs autochtones mayas. Puisque dans les faits, le roman, c'est un genre qui est très, très peu représenté en langues autochtones. Et l'une des raisons qui a été avancée, hormis le fait que c'est pas inscrit dans les traditions, hein, enfin, dans les usages littéraires traditionnels, la réflexion qui était proposée, c'était surtout que finalement, ils n'étaient pas formés pour ça et que du coup, ça leur semblait très compliqué de décrire des choses très longues. En tout cas, c'est dans l'image qu'ils en avaient, de suivre une écriture qui était, en tout cas dans l'esprit, plus réglementée, plus codifiée. Et je ne sais pas si c'est le cas ici aussi, mais en tout cas, c'était vraiment cette idée-là que finalement, dans l'imaginaire, un petit peu, le roman est une pratique plus compliquée que le conte, ou en tout cas que les formes brèves. Et voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui, dans ce champ-là littéraire, est très peu représenté. En tout cas, l'un des axes de compréhension de cette chose-là dans le temps contemporain, c'est plus le manque de formation et le manque du coup de modèles aussi, que vraiment l'absence d'usage traditionnel de ce genre-là. Voilà, c'est tout. Merci, Inès. Dans la culture, oui, le roman est une forme occidentale, mais les écrivains latino-américains l'ont réinventé, réaménagé. Et toi, tu parles de culture autochtone, hein, plutôt orale, bien évidemment. D'une forme occidentale écrite, bien évidemment, ça bouleverse et ce n'est pas du tout vers ce à quoi on peut arriver. Même si maintenant, comme je l'ai rappelé déjà, on écrit des romans en quechua, d'accord ? Mais là, on est avec une écrivaine occidentale, même si les quechua, elle est au cœur de plusieurs cultures. Donc, le problème ne se pose pas pour elle. Mais José María Arguedas, bien sûr qu'il s'est posé la question, mais comment je fais pour faire parler des Indiens dans une forme occidentale et y mettre des personnages qui ne sont pas, qui ne s'expriment pas de cette façon-là. Donc, c'est une problématique que se posent même les écrivains occidentalisés qui veulent justement faire parler leur monde qui n'est pas occidental. Oui, oui, c'est un débat, oui, oui, bien sûr, une question débattue par des écrivains comme José María Arguedas, comme Daniela Pacheco, comme ces écrivains à toi sûrement des cultures aborigènes qui accèdent à l'écriture, hein, parce qu'il y a l'oralité aussi, hein. Donc c'est toute une combinaison, un carrefour d'influences, de problématiques, etc. Et ils ne seraient peut-être pas lus s'ils écrivaient un roman, hein. C'est toute la question de la thèse d'Inès, justement. Il refusait d'écrire en quechua parce qu'il savait que personne ne le lirait. Et maintenant, la situation est différente. Il y a bouquins en quechua. C'est justement, c'est une revendication contre les Blancs, quoi, hein, pour que les Blancs, justement, ne puissent pas le lire. C'est questionnable aussi. En tout cas, ça crée une sacrée discontinuité, oui. C'est très intéressant, oui. Il y aura beaucoup de choses hein, sur discontinuité, continuité. On a le temps, on a 2 ans, on a 2 grosses années, voire 3 si plus, si infinité, hein, pour discuter de ça. On prend notre temps. Non, mais moi j'ai trouvé la communication de Françoise très intéressante comme toujours, mais c'est un sujet qui mérite d'être poursuivi, prolongé, et voilà, il va nous interroger. Après, non, ma seule remarque, c'est enfoncer des portes ouvertes finalement, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu. Mais c'est la question de l'anthologie, et je pensais en poésie, parce qu'en fait, mais je crois qu'on en avait déjà un petit peu, on l'avait évoqué lors d'une autre séance, un recueil de poèmes, en fait, un poemario, ça a un tout aussi, normalement, il y a
il y a une continuité, enfin, entre guillemets, qui peut être narrative, qui peut être formelle, ça peut être, pour un poète, pardon, ça peut être un recueil composé uniquement de sonnets, avec des thèmes différents ou pas. Ça peut être un recueil de formes différentes, mais avec une continuité ou une unité alors, thématique. Voilà, donc c'est vrai que pour un... Et pourtant, le poème peut se lire comme enfin, tout seul, il est autonome. Il est autonome, mais parfois, il y a entre... alors, numéroté ou pas, d'ailleurs, ou pris dans une section ou pas, il peut y avoir un fil narratif. Et là, c'est du coup peut-être plus problématique parce qu'il m'est arrivé dans une anthologie de tomber sur un poème et je ne savais pas qu'il formait... enfin, normalement, il était pris dans une continuité narrative, en fait, une histoire, on va dire, hein, avec chaque poème était comme un épisode, en fait, d'une histoire entre un homme et une femme. Et en fait, le poème tout seul dans l'anthologie, alors là, il perd, hein, on le lit complètement d'une autre façon. Du coup, je m'interroge, bien sûr que l'œuvre est ouverte, hein, voilà, bon, c'est acquis maintenant. Et puis, chaque texte est autonome, le lecteur est là et en fait ce qu'il veut aussi. Mais bon, quelque part, c'est la liberté du texte, d'accord. Mais par rapport à... Il s'affranchit finalement d'un sens pour lequel il a été quand même conçu, imaginé, avec tout ce qu'il entraîne derrière aussi, peut-être d'inconscient, etc. Et du coup, voilà, il existe d'une autre façon. Écoute, Lina, quand tu nous feras la communication sur continuité, discontinuité en poésie, ne manque pas d'aller voir Blanca Varela parce qu'il y a des tas de poèmes qui sont reliés entre eux par des points et des majuscules. Et il y en a toute une succession où les poèmes ne se terminent pas par des points et ne commencent pas par des majuscules. Et donc là, le phénomène de la continuité, de la discontinuité est vraiment très, très, très intéressant. Parce que tu vois, c'est une espèce de, là, pour le coup, vraiment de continuum, alors que la forme va changer, parce qu'elle n'a pas de forme régulière. Bon. Donc, voilà, je te livre ça. Et quand est-ce que tu nous fais un truc sur la poésie? Tu m'as dit septembre 24, alors... Ah oui, c'est vrai, septembre 24. J'engrange pour l'instant. C'est ça, septembre 24, voilà. Je profite de ce que vous dites. Okay. Oui, mais en même temps, c'est parce que tu poses, pour Blanca Varela, tu poses une lecture, enfin, que la ponctuation, effectivement, c'est conventionnel, c'est le code traditionnel. Mais en fait, il peut y avoir des textes ou des poèmes où il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de majuscule, etc. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont être reliés au poème précédent. Bien sûr. En tout cas, là, le but, c'est justement, c'est une invitation de susciter des... Oui, en l'occurrence. D'accord.